Bonjour et bienvenue dans Toute Confidence sur lesfrançais.press. Mon invité aujourd'hui est le député de la 3e circonscription des Français de l'étranger qui regroupe le Royaume-Uni et l'Europe du Nord, Vincent Corre. Bonjour. Bonjour à vous. Et merci de nous accorder cette interview. Vous êtes député des Français de l'étranger depuis juillet 2024, après 1 an et demi à l'Assemblée nationale dans un contexte politique marqué par de fortes incertitudes. Qu'avez-vous découvert de la politique que vos expériences en cabinet ministériel ne vous avaient pas encore révélé ? Je me suis confirmé par l'expérience que la politique est un sport de combat et un sport assez violent. Ça l'est d'autant plus quand il n'y a pas de majorité, où en fait, d'abord, sur chaque texte, il y a une incertitude. Sur chaque projet, qu'il soit d'origine gouvernementale ou parlementaire, il faut aller, pour les bonnes et les mauvaises raisons parfois, mais en tout cas, il faut aller chercher les voix, il faut aller négocier avec les collègues. Ça, c'est du vrai travail parlementaire. Et la France fait cet apprentissage. Elle l'avait peut-être pas suffisamment fait par rapport à de nombreuses démocraties, notamment les vieilles démocraties européennes, mais on rattrape on va dire le temps perdu. Beaucoup de Français de l'étranger nous contactent pour exprimer leur inquiétude et leur incompréhension sur ce qui se passe en France, peut-être avec un petit temps de décalage. Avez-vous ce même retour lors de vos déplacements dans les pays de votre circonscription, le Royaume-Uni, ainsi que les pays d'Europe du Nord comme la Norvège, la Suède ou le Danemark, pour faire le parallèle avec ce que vous venez de dire? Eux sont beaucoup plus habitués à ce logiciel de compromis et de parlementer pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. Bien sûr. Je l'entends partout, pour tout vous dire. D'abord, c'est une réalité parce que même, vous savez, pour des parlementaires, moi et mes collègues, nous sommes plongés chaque jour dans la procédure parlementaire et parfois on s'y perd entre les lectures, entre les votes, entre les secondes délibérations, parfois ces arguties de procédure. Et je comprends très bien que parfois nos concitoyens, vous savez, qui vivent en France ou qui aient fait le choix de l'expatriation, se sentent perdus face à tout ça. Ça doit d'ailleurs nous interroger parce qu'il faudra peut-être un jour simplifier certaines règles qui sont très utiles, qui sont la garantie de du bon fonctionnement de notre démocratie, mais qui pourraient être simplifiées parce que il faut aussi quand même toujours garder à l'esprit que tout ça, on le fait pour les citoyens et les citoyennes, et qu'il faut qu'ils puissent comprendre ce qu'on fait pour eux. Votre territoire électoral inclut la Finlande, les pays baltes, et compte tenu de leur proximité géographique avec la Russie, vous recevez certainement des messages particuliers de ces pays ou de vos homologues dans ces pays, ou même des Français installés sur place, à propos de l'Ukraine, bien sûr. Est-ce que vous les partagez avec l'Elysée, d'autant plus que le président Macron vient à Londres pour rencontrer le président Zelensky, c'était il y a quelques heures. Est-ce que vous jouez un rôle? Est-ce qu'il y a des messages qui passent via votre mandat de député? Alors vous avez raison qu'il y a peut-être une spécificité à cette circonscription, c'est cette proximité de la part de nombreux pays de l'ère, on va dire, baltique, avec les enjeux internationaux et notamment les enjeux liés à la Russie. Je reçois beaucoup de messages. On est probablement dans un des endroits où les Français expatriés sont le plus à même de connaître les risques internationaux. Beaucoup, d'ailleurs, m'ont exprimé de la compréhension, ou pour certains même du soutien, quand le chef d'état-major des armées a eu des mots assez forts devant les maires de France il y a quelques semaines, parce qu'en fait, ils savent tout simplement ce qu'est la réalité du conflit en Ukraine, mais ce qu'a aussi été l'histoire du XXe siècle pour la Finlande, pour les pays baltes. Et bien sûr, moi, je me fais fort de relayer cela à la fois au ministre des Affaires étrangères, aux personnes avec qui j'ai travaillé par le passé, avec qui je continue à travailler, qui sont aujourd'hui à l'Élysée et avec le président de la République. Toujours sur ce thème, avant de parler de l'aspect défense, l'aspect protection, on a parlé du kit de survie en France, bien sûr. Est-ce que ce kit sera destiné également aux Français de l'étranger, ou tout du moins les instructions? Alors les instructions, je pense que ça sera nécessaire qu'elles aient la diffusion la plus large. La vraie difficulté, pour tout vous dire, c'est que si vous êtes expatrié, vous pouvez d'ores et déjà vivre dans un pays dont les standards en termes d'instruction, de circulaire, de préparation, de défense passive, on va dire, et parfois d'exigence, tout simplement, de kits, sont déjà très élevés. Tout simplement, si on prend les Français qui vivent dans la zone scandinave. À rebours, vous pouvez avoir des Français expatriés au Portugal ou au Brésil, avec des pays qui ont des histoires différentes, des situations internationales différentes, et où c'est pas les mêmes besoins. Donc je pense que d'abord, il faudra qu'il y ait une diffusion la plus large possible des instructions. Ça permet une acculturation de nos concitoyens, c'est nécessaire, je ne reviens pas là-dessus. Et après, sur le kit, il faudra voir, je pense, plus au cas par cas et éviter d'être redondant avec ce qui peut exister dans certains pays. Ces pays qui semblent bien plus conscients du risque et de la menace que nous en France, où il y a encore débat sur ça. Autre point concernant les expatriés et le contexte géopolitique, le président Emmanuel Macron souhaite instaurer un service national volontaire exclusivement militaire d'une durée de 10 mois. Ce dispositif serait-il accessible aux Français de l'étranger résidant à l'étranger, justement ?
Alors, c'est un très bon point. Moi, je pense qu'il faudra. C'est les mêmes débats qu'on avait aujourd'hui sur, vous savez, les journées d'appel à la défense pour les jeunes, savoir comment on en trouver des déclinaisons, par exemple, numériques. Et moi, j'y travaille avec certains, notamment à Londres, pour voir comment on peut sans cesse mieux toucher. Donc, il faudra voir demain comment on peut avoir des dispositifs de service national volontaire qui puissent être éligibles. D'abord, que l'information parvienne à nos concitoyens qui sont expatriés et que ceux qui veulent faire le choix de s'engager dans ce parcours-là, qui encore une fois, je pense qu'aujourd'hui sera quelque chose de nécessaire, on le voit dans les pays où ça existe. Je cite encore une fois cette zone scandinave avec la Norvège, qui a un système assez similaire. Il faut tout faire pour qu'on puisse permettre à tout le monde de se saisir et de s'engager dans cette voie. Est-ce que vous pourriez pousser pour que les Françaises et Françaises installées dans ces régions ou alors au Royaume-Uni, on sait qu'il y a la coalition des volontaires également, puissent effectuer ce service sur une base ou au sein d'un contingent français qui soit à l'étranger? Je sais qu'ils ne peuvent pas forcément intervenir sur le terrain en dehors du territoire national. Le président a été clair quand il a présenté le dispositif, mais au sein d'un contingent, pourquoi pas? Alors là, ça pose d'autres questions, des questions de coopération. Les moments de crise comme ce que nous vivons aujourd'hui avec le second mandat de Trump, la poursuite de la guerre en Ukraine, c'est souvent des accélérateurs de l'histoire. Ça nous fait prendre conscience des besoins. Aujourd'hui, en tant qu'Européens notamment, on prend conscience du besoin de défense, du besoin de créer cette capacité, cette autonomie, ce besoin de se penser et d'agir en tant qu'Européens. Et donc peut-être que le service national volontaire pourrait trouver effectivement, et il faut qu'on se batte, il faut qu'on aille dans cette direction, des traductions dans des différents contingents qui se situent en Europe notamment. En tout cas, c'est l'endroit du monde où je pense on a le meilleur cadre pour faire ça et les meilleures raisons. Un sujet important pour les Français de votre circonscription. Vous avez déposé une proposition de loi qui les concerne justement. Ces étudiants français en médecine qui ont entamé leur cursus au Royaume-Uni avant le Brexit et qui ne peuvent aujourd'hui revenir exercer leur métier en France. Que prévoit votre texte? Pourquoi vous avez souhaité le déposer? On imagine que c'est pour trouver une solution pour ces Français qui sont diplômés à l'étranger et pas en France. Exactement, vous avez tout dit. En fait, il s'agit un peu d'effacer l'effet du Brexit pour ces étudiants en médecine partis étudier au Royaume-Uni avant le Brexit, qui ne pouvaient donc tout simplement pas anticiper les conséquences politiques qu'aurait le Brexit, puisque ce n'était pas quelque chose d'annoncé, qui ont été diplômés dans un pays en médecine où la formation est excellente, mais qui aujourd'hui, du fait du Brexit, ne peuvent plus revenir tout simplement exercer en France, alors que certains étaient simplement partis s'expatrier pour leurs études. Ils peuvent exercer au Royaume-Uni, certains n'ont pas envie de le faire. Il y a des endroits où il y a des accords, ils partent au Canada, en Suisse ou ailleurs. Moi, ce que je veux leur permettre, c'est tout simplement de pouvoir revenir dans leur pays, où il y a aussi, on le sait, en France, des problèmes de déserts médicaux. Donc c'est à la fois bon pour ces étudiants-là qui étaient un peu les oubliés de l'histoire du Brexit, et bon pour des gens qui soit se sont expatriés et sont revenus en France, soit sont restés en France et qui ne trouvent pas un médecin. Double question pratico-pratique sur ce sujet, Vincent Corre. Est-ce que le texte est compatible avec les dispositions européennes issues de l'accord du Brexit? Et quand est-ce qu'on peut attendre que vous puissiez le déposer, en tout cas que la mécanique législative se mette en place? Alors sur le plan juridique, le texte, on a travaillé avec le ministère de la Santé à Paris, et avec normalement son expertise juridique. Donc on a tout fait effectivement pour qu'il soit compatible avec le cadre juridique européen. Et ensuite sur le calendrier qui maintenant va se dérouler devant nous, on travaille à une étude du texte en janvier à l'Assemblée nationale, commission des affaires sociales, puis dans l'hémicycle. Il faudra ensuite bien sûr que la procédure suive son cours. Le texte devra aller au Sénat, mais où on sait que plusieurs sénateurs ont déjà déposé un texte similaire et sont intéressés pour porter ce texte. Donc normalement, l'année 2026 devrait être l'année d'examen et on espère pouvoir avoir, je pense, une adoption d'ici à l'été prochain. Vous espérez peut-être directement un débat en CMP, peut-être une procédure accélérée? Normalement, ce texte il devrait être assez consensuel. On n'anticipe pas d'opposition politique majeure, à part peut-être aux extrêmes. On verra comment ça se passe, mais donc on espère quelque chose qui permettrait effectivement une seule lecture dans chaque chambre et peut-être une CMP conclusive. Et peut-être un intérêt également pour les Français qui sont installés au pays et qui, eux, manquent de médecins, on le dit assez souvent. Toujours en parlant de calendrier, celui-ci électoral, pour conclure, Vincent Corre, beaucoup évoquent déjà la présidentielle de 2027, d'ailleurs surtout les sondages, et précisément les deux derniers qui mettent Jordan Bardella gagnant au second tour devant tous les candidats pour sortir du blocage politique. Selon vous, qui serait le ou la meilleure candidate pour représenter votre camp? Édouard Philippe qui résiste le mieux à Jordan Bardella, Gabriel Attal, Yael Braun-Pivet ou une autre personnalité selon vous? D'abord, ils sont
pour certains annoncés, pour d'autres déclarés intéressés, pour d'autres comme le veut le langage en embuscade. Moi, je pense que le bon candidat ou la bonne candidate sera celui qui sera en capacité de faire le rassemblement le plus large, avec une dynamique politique autour de lui ou autour d'elle, parce que je ne me résous pas à voir le Front National gagner dans mon pays. Je sais ce qu'a été le programme du Front National. Il cherche à le maquiller, il cherche à l'adoucir. Mais je vois bien, par exemple, ce qu'a créé le Brexit au Royaume-Uni en termes de croissance économique perdue ou en termes de tout simplement de dégradation des conditions de flux migratoires. Donc je pense aujourd'hui qu'il faudra un candidat le plus large possible parce que je ne me résous tout simplement pas à ce que je lis, c'est-à-dire avoir des études d'opinion qui mettent le Front National gagnant dans on va dire, toutes les circonstances et à 35 ou 40% au premier tour. Donc pour vous, le RN n'a pas changé, pas d'Eldorado à l'italienne pour Jordan Bardella. Exactement. Merci beaucoup Vincent Corre. En toute confidence, c'est fini pour aujourd'hui. Continuez à vous abonner à notre newsletter pour rester informé. Vous êtes déjà plus de 610 000 à l'avoir fait. Merci pour cette confiance. On se retrouve très prochainement, toujours sur lesfrançais.press. Merci à vous.